La pluie tombait sur Paris depuis la fin de l'après-midi, ce genre de pluie fine et insidieuse qui ne s'annonce pas par le tonnerre mais qui vous glace jusqu'aux os. J'étais assise sur le canapé en cuir du salon, les mains jointes sur mes genoux, fixant les papiers posés sur la table basse en verre devant moi. Je m'appelle Élise Perrin. En face de moi était assis mon mari depuis 7 ans, Damien Perrin. Il n'avait l'air ni en colère ni triste, son visage était calme, lisse, presque professionnel, comme si nous concluions une affaire commerciale au lieu de mettre fin à un mariage. Le clic sec de son stylo résonna dans la pièce lorsqu'il le reposa, un son qui m'entailla plus profondément que n'importe quel cri aurait pu le faire. Signe, dit Damien d'un ton plat, il n'y a aucune raison de faire traîner les choses. Je baissai les yeux vers les papiers du divorce, sa signature était déjà là, audacieuse, confiante, définitive. Dehors, la pluie ruisselait sur les fenêtres, transformant les lumières de la ville en longues lignes tremblantes. Pendant un instant, je fus incapable de parler, ma gorge était serrée comme si quelqu'un y avait fait un nœud. Cette maison est à mon nom, continua-t-il en se levant et en ajustant sa veste. La voiture aussi, tu es entré dans ce mariage sans rien et tu repartiras de la même manière, je te donnerai un peu d'argent, de quoi louer une chambre et te remettre sur pied, considère ça comme une courtoisie. Courtoisie. Cette année s'effondrait dans ce seul mot. J'avais versé la majeure partie de mes économies dans cette maison, j'avais bâti mon entreprise tout en soutenant sa carrière, j'avais cru à chaque promesse qu'il avait faite, et maintenant il m'effaçait avec la même facilité qu'on supprime un email. Pourquoi, demandai-je doucement, ma voix ne semblant même pas être la mienne, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Damien sourit, pas chaleureusement, pas gentiment, c'était le sourire de quelqu'un qui était déjà passé à autre chose. Tu n'as rien fait de mal, Élise, dit-il, tu ne corresponds simplement plus à ma vie. C'est à ce moment-là que la porte de la chambre s'ouvrit et que ma belle-mère, Marguerite Perrin, entra lentement, elle portait un pyjama en soie, ses cheveux étaient impeccablement coiffés, son expression composée. Elle jeta un coup d'œil au papier, puis à moi, et laissa échapper un petit rire méprisant. « Qu'est-ce que tu attends » dit-elle sèchement, « 7 ans et tu n'as toujours rien donné à cette famille qui vaille la peine d'être gardée, signé par. » Je me levai, les mains tremblantes. J'ai payé pour cette maison, j'ai payé vos frais médicaux, j'ai payé les études de Valérie, je n'ai rien pris à cette famille. Le regard de Marguerite se durcit. Des preuves, aboya-t-elle, où sont tes preuves? Tout est au nom de mon fils, tu as donné ce que tu as donné parce que tu le voulais, maintenant arrête de t'humilier. Elle se tourna vers Damien. Mais là dehors, je ne la veux pas sous ce toit une minute de plus. Il n'hésita pas, il m'attrapa par le bras, me traîna jusqu'à la porte d'entrée et me poussa dehors. Je trébuchai, tombant durement sur le perron en pierre froide, la pluie traversa mes vêtements instantanément. La porte commença à se refermer mais, à la dernière seconde, Marguerite sortit en tenant un vieux sac en toile déchiré, celui que j'utilisais pour aller au marché, et elle le jeta à mes pieds. « Prends tes ordures, dit-elle froidement, et ne remets plus jamais les pieds ici. » La porte claqua. J'étais seule, trempée, tremblante, assise sous la pluie avec rien d'autre qu'une valise et un sac en lambeaux à côté de moi. Je ramassai le sac avec des mains tremblantes et, quand je l'ouvris, tout changea. Avant cette nuit, avant la pluie et les papiers du divorce, je croyais faire partie des chanceux. Damien et moi nous étions rencontrés quand nous étions jeunes et pleins d'espoir, il venait d'arriver à Paris, plein d'ambition mais cherchant encore sa voie, tandis que je venais d'obtenir mon diplôme et que je mettais toute mon énergie dans une petite boutique de mode que j'avais nommée Fil et Harmonie. Ce n'était rien de glamour au début, juste un espace étroit dans le 11e arrondissement, quelques portants de vêtements et un rêve qui semblait plus grand que la pièce elle-même. Damien avait l'habitude de s'asseoir sur un tabouret près de la caisse pendant que je travaillais tard, il me regardait plier les vêtements, gérer les stocks, parler aux clients, il me disait qu'il admirait ma détermination, qu'il disait que je l'inspirais, et je le croyais. Nous nous sommes mariés discrètement, pas de grand lieu, pas de lune de miel de luxe, juste la famille, des amis proches et des promesses chuchotées avec une certitude absolue. Après le mariage, nous vivions modestement, je continuais à développer mon entreprise, transformant lentement une boutique en 2, puis 3, Fil et Harmonie devint rentable, stable, respecté. Je n'ai jamais caché ce succès à Damien, je partageais mes chiffres, mes plans, mes victoires, je pensais que le mariage signifiait transparence, travail d'équipe, confiance. Lorsque Damien a eu des difficultés au début de sa carrière, je l'ai soutenu sans hésitation, lorsqu'il a décroché sa première grande promotion, je l'ai célébré comme si c'était ma propre réussite. Et quand il parlait de vouloir offrir une vie meilleure à sa famille, je ne remettais rien en question.
Ses parents vivaient dans une vieille maison en banlieue qui avait besoin de réparations constantes. Quand sa mère est tombée malade, j'ai payé les traitements sans jamais parler d'argent. Quand les factures s'empilaient, je les réglais discrètement, me disant que c'était ce que la famille faisait les uns pour les autres. Puis il y avait sa sœur, Valérie, elle était brillante, ambitieuse et impatiente de quitter la France pour poursuivre de plus grands rêves à l'étranger. Quand elle parlait de programmes coûteux et d'opportunités qu'elle ne pouvait pas se permettre, je me revoyais en elle plus jeune, alors j'ai offert mon aide, pas comme un prêt, pas avec des conditions, juste de l'aide. Pendant des années, j'ai envoyé de l'argent régulièrement pour ses frais de scolarité, ses dépenses courantes, tout ce dont elle avait besoin pour se concentrer sur son avenir. J'ai sacrifié des vacances, j'ai reporté des expansions, je me disais que c'était temporaire, que tout cela en vaudrait la peine un jour. À mesure que Phil et Harmonie se stabilisaient, je pris du recul par rapport aux opérations quotidiennes, je voulais être plus présente à la maison, je cuisinais, j'organisais, j'attendais Damien le soir. Je croyais investir dans notre mariage de la même manière que j'avais investi dans mon entreprise. Je ne me suis jamais considérée comme généreuse, je me considérais comme loyale, et la loyauté, j'allais bientôt l'apprendre, est la chose la plus facile à exploiter lorsqu'elle est donnée sans protection. Le changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, c'était la partie la plus dangereuse, au début, c'était subtil. Damien commença à rentrer plus tard que d'habitude, il disait que le travail exigeait plus de lui, nouveaux clients, nouvelles attentes, nouvelles pressions, et je le croyais parce que l'ambition avait toujours fait partie de lui. Puis les soirées tardives se transformèrent en dîners manqués, les dîners manqués se transformèrent en week-ends passés à faire du réseautage. Son téléphone était toujours face contre table, ses réponses devinrent plus courtes, plus froides. Quand je demandais si quelque chose n'allait pas, il soupirait comme si je l'épuisais. « Tu t'inquiètes trop, disait-il, c'est juste à ça que ressemble le succès. » À peu près à cette époque, Valérie revint à Paris. Elle n'était plus la même fille que j'avais soutenue pendant des années, elle s'habillait différemment, parlait différemment, elle parlait de cercles que je ne reconnaissais pas et d'opportunités que je ne comprenais pas. Elle me taquinait sur le fait de rester trop à la maison, de me concentrer sur mon entreprise au lieu de profiter de la vie. Une femme doit suivre le rythme, dit-elle un jour avec désinvolture, les hommes s'ennuient quand les choses deviennent prévisibles. J'en ai ri, je pensais qu'elle était juste jeune et directe, je n'avais pas réalisé qu'elle testait les limites. Damien commença à sortir avec elle plus souvent, dîners, événements, réunions privées, il disait que Valérie l'aidait à nouer des contacts. Je voulais être solidaire, alors je restais silencieuse, mais la maison semblait différente, il cessa de me demander comment s'était passée ma journée, il cessa d'écouter. Quand j'essayais de parler de Phil et Harmonie, il me balayait d'un revers de main. « Tu as déjà fait ton argent, dit-il une fois, laisse-moi me concentrer sur le mien. » Cette phrase resta gravée en moi. Parfois, il rentrait à la maison avec une odeur inconnue, pas de l'eau de Cologne, mais comme quelqu'un d'autre. Quand je posais la question, il s'emportait, « Tu t'entends parler ? Tu as l'air paranoïaque. » J'ai commencé à remettre en question mon instinct au lieu de son comportement. Je cuisinais ses plats préférés, je m'habillais mieux, je faisais plus d'efforts, et plus j'essayais, plus il devenait distant. Il me parlait comme à un problème qui nécessitait une gestion, pas comme à une partenaire qui méritait l'honnêteté. Marguerite le remarqua aussi, elle devint plus dure avec moi, plus critique, elle commentait mon silence, le peu de place que je semblais prendre. « Tu as changé, dit-elle une fois, tu étais plus utile avant. » Je me disais que c'était le stress, je me disais que tous les mariages traversaient des saisons, je me disais que la patience était une force. Ce que je ne savais pas, c'est que la patience envers les mauvaises personnes ressemble exactement à une permission. Et pendant que j'essayais de sauver un mariage, Damien et Valérie se préparaient tranquillement à y mettre fin selon leurs conditions. Je ne savais simplement pas encore que je ne perdais pas le contrôle, mais qu'on m'en expulsait. La pluie ralentit pour devenir une bruine fine et glaciale alors que je m'éloignais de la maison que j'avais autrefois appelée mon foyer. Ma valise roulait derrière moi, ses roues accrochant les fissures du trottoir. Je ne savais pas où j'allais, je savais seulement que je ne pouvais plus rester là. Je m'arrêtai sous l'auvent d'un café fermé et m'assis sur le béton froid, mes mains étaient engourdies, mes pensées étaient vides. La seule chose à côté de moi était le sac en toile déchiré que Marguerite avait jeté à mes pieds comme une dernière insulte. Je le fixai pendant un long moment, c'était le même sac que j'utilisais pour aller au marché, délavé, effiloché sur les bords, ordinaire. Je m'attendais à trouver quelques vieux vêtements à l'intérieur, peut-être des choses qu'il ne prenait pas la peine de garder. Avec une respiration lente, je l'ouvris. La première chose que je vis n'était pas un vêtement,
c'était un petit carnet bancaire bleu foncé enveloppé dans du cuir propre, neuf, complètement hors de propos. Je le sortis, confuse. Le nom de la banque était familier. Mes mains commencèrent à trembler en ouvrant la première page, titulaire du compte Élise Perrin, solde 20 millions €. Je le refermai, l'ouvris à nouveau, lus les chiffres une fois de plus. Mon cœur battait si fort que je crus que j'allais m'évanouir. Cela n'avait aucun sens, je n'avais jamais ouvert un compte comme celui-ci, je n'avais jamais vu ce genre d'argent de ma vie. Sous le carnet se trouvait un dossier de documents soigneusement organisés et scellés, des titres de propriété. L'adresse n'était pas la maison dont Damien m'avait jeté, c'était un hôtel particulier dans le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus prisés de Paris. Propriétaire, Élise Perrin, payé intégralement. Ma vision se brouilla. J'appuyai mes doigts sur mon bras, m'ancrant dans la douleur froide et solide. C'était réel, ça devait l'être. Au fond du sac, je trouvai un vieux téléphone prépayé et une lettre pliée, soigneusement collée au dos de celui-ci. L'écriture était indubitable, Marguerite. Je dépliai la lettre lentement, le souffle court. Élise, si tu lis ceci, tu es probablement blessée, tu es probablement en colère, et tu as tout à fait le droit de l'être. Ce que j'ai fait aujourd'hui était cruel, c'était délibéré et c'était la seule façon de te protéger. Damien et Valérie ont détourné de l'argent de ton entreprise, pas par négligence, mais systématiquement. Ils prévoient de te laisser sans rien une fois qu'ils auront fini. Si je t'avais prévenu ouvertement, ils auraient agi plus vite et détruit les preuves. Alors, j'ai joué le rôle qu'ils attendaient, je les ai laissés croire que j'étais de leur côté. L'argent et la propriété sont à toi, j'ai déplacé ce que j'ai pu discrètement et légalement. Utilise le téléphone dans ce sac, n'utilise pas ton ancien. Fais semblant d'être brisé, fais semblant de n'avoir rien. Ce n'est pas fini, mais maintenant tu n'es plus seul. Ma poitrine se serra alors que les larmes coulaient enfin, pas de désespoir cette fois, mais de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, l'espoir. Je refermai le sac, mes mains stables maintenant. La tempête n'était pas finie, mais je comprenais enfin qu'elle n'avait jamais été destinée à me détruire, elle était destinée à me réveiller. Je n'allais pas chez ma mère ce soir-là, mon instinct me disait de ne pas le faire. Si Damien ou Valérie décidaient de me chercher, ce serait le premier endroit qu'ils vérifieraient. Au lieu de cela, j'appelai Tania, une amie que j'avais aidée il y a des années lorsqu'elle avait emménagé à Paris. Nous n'étions pas inséparables, mais il y avait une confiance entre nous, le genre construit tranquillement sans attente. Sa voix se brisa d'inquiétude en entendant la mienne. « Bien sûr que tu peux venir, dit-elle sans hésitation, viens maintenant. » Son appartement était petit, niché dans un vieil immeuble loin du centre, ce n'était pas luxueux mais c'était chaud et sûr. Elle me donna des vêtements secs et une tasse de thé sans poser de questions. Cette nuit-là, je lui en dis juste assez, je dis que mon mariage était fini, que j'avais été mise à la porte. Je ne mentionnais pas l'argent, je ne mentionnais pas Marguerite. J'avais besoin que l'histoire soit simple, crédible. Même la gentillesse pouvait devenir dangereuse si elle en savait trop. Quand Tania alla finalement dormir, je m'assis seul sur le canapé avec mon ordinateur portable. Je me connectais au système interne de Fil et Harmonie. Au début, tout semblait normal, vente, paie, stock. Puis je me concentrais sur les dépenses des 6 derniers mois. Mes yeux s'arrêtèrent sur une catégorie étiquetée services de conseil et marketing. Les paiements étaient constants, trop constants. Chaque mois, de grosses sommes étaient envoyées à une entreprise appelée Azure Conseil SAS. Je fronçais les sourcils. Je ne me souvenais pas avoir approuvé un contrat de conseil à long terme, surtout pas avec des chiffres pareils. Je recherchais le nom de l'entreprise. Les détails d'enregistrement chargèrent lentement, chaque seconde tendant mes nerfs davantage. Propriétaire et représentant légal, Damien Perrin. La pièce sembla soudain trop calme. Je me reculai, fixant l'écran. Ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas de la négligence, c'était un plan. Damien avait créé une société écran utilisant mon argent, siphonnant des fonds de l'entreprise que j'avais créée tout en se tenant devant moi chaque soir et en demandant ce qu'il y avait pour le dîner. Mon téléphone vibra. Un message du téléphone prépayé, il croit que tu es parti sans rien, il se relâche déjà. Reste silencieuse. Je surveille. Marguerite. Je fermai mon ordinateur portable et expirai lentement. Pour la première fois depuis que la pluie avait trempé mes vêtements, je ressentis quelque chose de solide sous la peur, le contrôle. Il pensait que l'histoire était finie, elle ne faisait que commencer.
Une fois que je sus où allait l'argent, la question suivante devint inévitable, qui l'aidait? Damien n'avait pas d'accès direct au système comptable de Phil et Harmonie, il ne l'avait jamais eu. J'avais gardé des contrôles financiers stricts dès le début, pas par méfiance mais par habitude. Une bonne affaire nécessitait une structure, ce qui signifiait que quelqu'un de l'intérieur lui ouvrait les portes. Un nom surgit immédiatement, Pauline, ma chef comptable depuis 5 ans. Calme, précise, fiable. Elle connaissait chaque facture, chaque processus d'approbation, chaque garde-fou que j'avais mis en place. Je lui faisais assez confiance pour ne plus vérifier derrière elle, et cette confiance sembla soudain très lourde. Je sortis de vieux dossiers et commençai à les comparer côte à côte. Les factures de Conseil d'Azur Conseil semblaient propres en surface, bon formatage, langage correct, les bonnes signatures. Elles suivaient toutes la même structure, le même libellé, le même timing, comme si elles avaient été copiées et ajustées juste assez pour paraître légitimes. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un fichier audio de Marguerite. J'hésitais avant d'appuyer sur lecture. La voix de Damien remplit la pièce, tendue et tranchante, elle ne peut rien trouver, tu as fait en sorte que les dossiers aient l'air propres, n'est-ce pas? Pauline répondit, sa voix plus basse, tendue, oui, mais si elle pousse pour un audit, nous devrons effacer les fichiers de sauvegarde. Fais-le, répondit Damien, nettoie tout, aucune trace. L'enregistrement se termina. Je restai immobile, écoutant le silence qui suivit. Il ne faisait pas que voler, il se préparait à détruire des preuves. C'est alors que je compris quelque chose de crucial, les gens ne font pas d'erreurs quand ils se sentent menacés, ils font des erreurs quand ils se sentent en sécurité. Damien croyait que j'étais brisé, Pauline croyait qu'elle était intouchable, et Marguerite avait eu raison. Plus je paraissais impuissante, plus il deviendrait imprudent. Je ne confrontais personne, je n'envoyais pas de mail, je n'exigeais pas de réponse. Au lieu de cela, je ne fis rien. Je les laissais croire que leur plan fonctionnait, parce que la vérité était que chaque fichier qu'ils touchaient, chaque dossier qu'ils essayaient d'effacer laissait derrière lui quelque chose de bien plus dangereux que du papier, une preuve. Et j'étais enfin prête à les laisser la créer pour moi. Je ne confrontais pas Damien, je n'appelais pas Pauline, je ne prévins personne. Au lieu de cela, j'allais au seul endroit que j'avais évité depuis la nuit où tout s'était effondré, la maison de ma mère, Diane. Elle avait toujours vécu discrètement, loin du bruit de mon mariage et de mon entreprise. Quand elle ouvrit la porte et me vit debout avec des yeux fatigués et une posture rigide, elle ne posa pas de questions. Elle me serra dans ses bras et me laissa respirer pour la première fois depuis des jours. Je lui racontai tout, pas seulement le divorce, mais l'argent quittant mon entreprise, la société écran, les enregistrements, la lettre de Marguerite. Je m'attendais au choc, ce que je vis à la place fut quelque chose de plus stable, la clarté. Tu n'as pas besoin de réconfort, dit ma mère calmement quand j'eus fini, tu as besoin de protection. Le même après-midi, elle me présenta à Guillaume Imbert. Guillaume n'était pas bruyant, il ne surréagissait pas, il écoutait sans interrompre, feuilletant les documents pendant que les enregistrements jouaient. Quand il leva enfin les yeux, son expression était ferme mais contrôlée. Ce n'est pas juste un divorce, dit-il, c'est une faute financière grave, une fraude et possiblement une obstruction s'ils détruisent des dossiers. Je posai la question que j'avais évitée, est-ce que je peux gagner? Guillaume secoua légèrement la tête. C'est la mauvaise question. Vous avez déjà assez pour agir. La vraie question est de savoir comment vous voulez que cela se termine. Il exposa clairement les options, action civile pour récupérer les fonds et les actifs, enquête pénale si la destruction de preuves continuait. Et le timing, souligna-t-il, déterminerait tout. Si vous bougez trop tôt, ils battent en retraite, dit-il, si vous attendez, ils s'exposent. C'est alors que la stratégie prit forme. Je resterai silencieuse, coopérative, désolée si nécessaire. Guillaume déposerait un avis de préservation sous prétexte de division des biens, forçant un examen interne sans déclencher la panique. Et nous laisserions Damien et Pauline faire ce que les gens imprudents font toujours quand ils croient avoir gagné, ils se précipiteraient, ils effaceraient, ils laisseraient des empreintes digitales. Avant que je ne quitte son bureau, Guillaume me regarda directement, cela va devenir inconfortable, ils diront des choses, publieront des choses, réécriront l'histoire. Vous aurez besoin de discipline. J'hochai la tête. J'avais déjà survécu au fait d'être jeté sous la pluie, la discipline n'était pas la partie difficile. Ce soir-là, je retournai à l'appartement de Tania et jouai mon rôle avec soin. Je parlais peu, je bougeais lentement, je laissais l'inquiétude paraître,
je laissais le silence faire le travail. Sur mon téléphone, un nouveau message apparut de Marguerite, Valérie prépare quelque chose de public. Gros. Elle veut célébrer sa nouvelle vie. Je fixais l'écran. Une scène publique. Un endroit où la confiance se transformerait en insouciance. Je tapais une seule ligne en réponse, dis-moi quand. Je posais le téléphone et regardais par la fenêtre les lumières de la ville. Damien pensait que j'avais atteint la fin. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que les fins ne commencent pas par du bruit, elles commencent par de la patience. La fête de Valérie devint le centre de tout sans qu'elle s'en rende compte. Elle en parlait ouvertement, une célébration de nouveau départ, une chance de présenter son nouveau cercle, une déclaration. Selon Marguerite, le lieu seul coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an. Damien payait pour tout. Guillaume agit discrètement, il soumit une demande formelle de préservation de documents à Phil et Harmonie, présentée comme une étape de routine dans le processus de divorce. Rien d'agressif, rien d'alarmant, juste assez pour créer une pression sans révéler l'intention. À l'intérieur de l'entreprise, je programmais une courte réunion. Je gardais mon ton doux, incertain. On m'a dit qu'il pourrait y avoir un examen, dis-je, regardant autour de la pièce sans établir de contact visuel, s'il manque quelque chose ou si ce n'est pas clair, vérifiez s'il vous plaît, je ne veux pas de problème. Le visage de Pauline se crispa pendant une demi-seconde. Elle récupéra rapidement, mais c'était suffisant. Ce soir-là, Marguerite envoya un autre message, pas de commentaire, juste un fichier audio. La voix de Pauline semblait précipitée cette fois, il est nerveux, si cet examen va plus loin, nous sommes exposés. Damien répondit sans hésitation, alors ne le laisse pas aller plus loin. Nettoie ça. Tout. Ce soir. Je ne ressentis pas de colère en écoutant, je ressentis de la distance. Guillaume expliqua plus tard que les systèmes numériques n'oublient pas comme les gens pensent qu'ils le font. Les fichiers supprimés laissent des traces, les enregistrements modifiés créent des motifs, les tentatives d'effacer l'histoire finissent souvent par documenter l'intention. Nous nous préparâmes tranquillement. Les journaux des serveurs furent sécurisés, les sauvegardes furent copiées, les temps d'accès enregistrés. Tout ce que Pauline toucha cette nuit-là fut tracé. Pendant ce temps, l'excitation de Valérie devenait plus forte en ligne, photos de robes, de décorations de table, légendes vagues sur les nouveaux départs et le fait de se débarrasser des poids morts. Damien apparaissait en arrière-plan de presque chaque image, souriant, détendu, certain. Je restais invisible, pas de publication, pas de message, pas de réaction. Le silence devint mon bouclier. 2 jours avant l'événement, Guillaume m'appela. Ils ont fini, dit-il, ils ont essayé de couvrir ça, c'est ce qui scelle l'affaire. Je restais près de la fenêtre après la fin de l'appel, regardant la ville bouger comme elle l'avait toujours fait. Les gens se précipitaient, les lumières changeaient, la vie continuait. Damien croyait que la fête confirmerait sa victoire, Valérie croyait qu'elle annoncerait son arrivée. Aucun d'eux ne réalisait que ce serait le moment où leur histoire cesserait de leur appartenir. Et tout ce que j'avais à faire était de me montrer. Le grand hôtel brillait ce soir-là, poli et impeccable, comme si rien de laid ne pouvait exister entre ses murs. Les lustres en cristal se reflétaient sur les sols en marbre, la musique dérivait à travers la salle de bal en rythme doux et confiant. Les invités passaient facilement du rire au champagne. Vêtue de confiance et de tissus coûteux, Valérie se tenait au centre de tout cela. Elle portait une robe ivoire ajustée, son sourire exercé, sa posture fière. C'était son moment, une déclaration publique qu'elle était entrée dans une vie meilleure. Damien se tenait à proximité, détendu, un bras reposant nonchalamment autour de Bérénice, la femme par qui il m'avait remplacé. Il semblait intouchable. J'arrivais discrètement, pas d'entrée dramatique, pas d'annonce. J'entrais avec Guillaume Imbert et 2 huissiers, me fondant dans les bords de la salle jusqu'à ce que le moment arrive. Quelques têtes se tournèrent, des murmures suivirent. Les gens me reconnurent, l'épouse rejetée. Valérie se figea quand elle me vit. Le sourire de Damien vacilla juste légèrement, assez pour le remarquer. Avant que l'un ou l'autre ne puisse réagir, l'animateur tapota le micro et invita tout le monde à diriger son attention vers l'écran principal pour une présentation spéciale. C'était mon signal. Je m'avançai et pris le micro de sa main. Je m'appelle Élise Perrin, dis-je d'une voix égale, et ce soir, j'ai apporté un cadeau. L'écran s'alluma. Les premières images étaient simples, des photos de la vieille maison des parents de Damien, des factures médicales, des paiements de scolarité, chacun étiqueté clairement avec date, montant,
mon nom. Un murmure discret se répandit dans la salle. Puis la diapositive suivante apparut, Azure Conseil SAS. Les virements bancaires défilèrent sur l'écran en ligne nette, paiement mensuel, montants identiques. L'enregistrement de l'entreprise suivit, Damien Perrin, propriétaire. Des hoquets de surprise remplacèrent les murmures. Je ne me précipitais pas, je laissais l'information respirer. Le segment final joua ensuite, un enregistrement audio remplit la salle de bal. La voix de Damien, la voix de Pauline. Claire, indubitable. Nettoie tout. Aucune trace. Le silence qui suivit fut lourd. Bérénice s'éloigna lentement de Damien, son expression passant de la confusion au dégoût. Le visage de Valérie se vida de sa couleur, sa bouche s'ouvrit mais aucun son ne sortit. Guillaume s'avança. Ces documents ont été constatés et préservés, annonça-t-il, des plaintes formelles ont été déposées, c'est maintenant une affaire judiciaire. La salle explosa, les questions volèrent, les accusations suivirent, les téléphones furent levés. Les conversations se brisèrent aussi vite que l'illusion s'était formée. Je reposai le micro sur le pied. Je ne regardais pas Damien, je n'en avais pas besoin. La vérité n'argumente pas, elle reste simplement là, indéniable, pendant que tout ce qui est bâti sur des mensonges s'effondre autour d'elle. Alors que je sortais de la salle de bal, la musique ne reprit jamais. La fête était finie, et leur contrôle aussi. Les retombées commencèrent avant la fin de la nuit. Au matin, l'histoire s'était répandue bien au-delà de la salle de bal. Des messages remplissaient mon téléphone de la part de gens qui avaient vu la scène se dérouler, de partenaires qui s'étaient discrètement éloignés de Damien, d'employés qui comprenaient enfin pourquoi les choses semblaient fausses depuis des mois. Guillaume agit plus vite que l'opinion publique. Des plaintes formelles furent déposées, les dossiers financiers furent sécurisés sous ordonnance du tribunal. Damien et Pauline furent convoqués pour interrogatoire avant de pouvoir coordonner leurs histoires. Des restrictions de voyage suivirent peu après, calmes mais fermes, fermant des portes qu'ils n'avaient pas encore réalisé être sur le point de claquer. À l'intérieur de Fil et Harmonie, je repris le contrôle, pas avec des discours, pas avec des accusations. Je gelai les comptes douteux, réassignai les accès, initiai un audit indépendant qui parlait en chiffres au lieu d'émotions. Les résultats furent clairs, complets et impossibles à rejeter. Le rôle de Valérie vint ensuite. Elle ne fut pas accusée de vol, mais son implication ne fut pas ignorée, message, introduction, pression appliquée au bon moment, assez pour établir qu'elle avait su, encourager et profiter. Elle cessa de publier. Damien essaya de me joindre une fois. Je ne répondis pas. Pas parce que j'avais peur, et pas parce que je voulais le punir. Il n'y avait simplement plus rien à dire. Le processus judiciaire n'avait pas besoin de ma colère pour fonctionner, il avait besoin de faits, et il les avait. Au fur et à mesure que l'enquête se déroulait, les gens me demandaient comment je me sentais, si je me sentais satisfaite, si exposer tout en public m'avait apporté la paix. La vérité était plus simple. Je ne me sentais pas victorieuse, je me sentais finie. Fini de porter une confusion qui n'était pas la mienne, fini de protéger des gens qui ne m'avaient jamais protégé, fini de me réduire pour garder quelqu'un d'autre confortable. La vengeance cherche la douleur, la responsabilité cherche l'équilibre. Ce qui est arrivé à Damien et Pauline n'était pas quelque chose que j'avais créé par amertume, c'était le résultat de choix qu'ils avaient fait quand ils pensaient que personne ne regardait. Je n'ai pas détruit leur vie, je me suis écarté et j'ai laissé la vérité faire son travail. Et pour la première fois depuis que la pluie avait trempé mes vêtements cette nuit-là, je dormis sans me préparer à l'impact. Je pensais que l'histoire s'arrêtait là. J'avais tort. Une semaine après que l'enquête fut devenue publique, Marguerite me demanda de la rencontrer, pas à la vieille maison, pas dans un café. Elle m'envoya une adresse dans le quartier de la Défense et une heure. J'arrivai en avance. Le bâtiment était moderne, tout en verre et en acier, surplombant Paris. À l'intérieur, le hall était calme, poli, efficace. Une réceptionniste m'accueillit par mon nom avant que je ne dise un mot et m'escorta au dernier étage. Cela aurait dû être mon premier indice. Marguerite m'attendait dans un bureau privé avec des baies vitrées du sol au plafond. Elle ne portait pas de pyjama en soie cette fois, elle portait un blazer taillé sur mesure, sa posture droite, son expression stable. « Assieds-toi, Élise, dit-elle doucement. Je m'assis. Elle ne commença pas par des excuses, elle commença par la vérité. Cette entreprise, dit-elle en montrant la ville en contrebas, est la mienne. Je l'ai fondée avec mon père il y a des décennies.
Je me suis retiré publiquement, mais je n'ai jamais abandonné le contrôle. Groupe Immobilier Valmont, l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays. Les mots se déposèrent lentement. Elle expliqua qu'elle avait vécu discrètement par choix, que la richesse lui avait appris à quel point les gens changeaient vite une fois qu'ils croyaient y avoir droit. Elle voulait voir qui étaient ses enfants quand ils pensaient qu'elle n'avait plus rien à offrir. Damien et Valérie avaient répondu à cette question pour elle. Toi, dit-elle en croisant mon regard, tu as répondu à une autre. Elle me dit qu'elle avait observé comment je la traitais avant que l'argent ou le pouvoir ne soit visible, comment je payais les factures sans rappel, comment je venais sans qu'on me le demande, comment je donnais sans compter les points. C'est pourquoi je suis intervenue, dit-elle, pas pour les punir, pour te protéger. Elle glissa un dossier sur le bureau. À l'intérieur se trouvaient des documents, des plans de formation, une offre formelle. Elle voulait que je prenne un rôle exécutif au sein de l'entreprise pour apprendre, pour diriger, pour éventuellement la remplacer. Je fixais les papiers, mon cœur battant d'une manière qui n'avait rien à voir avec la peur. Je n'ai pas ma place ici, dis-je honnêtement. Marguerite sourit doucement. Tu n'avais pas ta place sous la pluie non plus, répondit-elle, mais tu as survécu. Je quittai le bâtiment avec le dossier sous le bras et un calme étrange dans la poitrine. Le mariage était fini, mais quelque chose de bien plus grand venait de commencer. Je n'entrais pas dans ma nouvelle vie avec des célébrations, j'y entrais doucement. J'acceptais le rôle que Marguerite offrait, pas comme une récompense, mais comme une responsabilité. J'étudiais, j'écoutais, j'appris comment fonctionnait le pouvoir quand il n'était pas bruyant, quand il n'avait pas besoin de faire ses preuves. Pour la première fois, je ne construisais pas quelque chose pour sauver une relation, je construisais quelque chose pour m'honorer moi-même. Damien s'effaça à l'arrière-plan de ma vie, tout comme Valérie. Pas parce que je les avais effacés, mais parce qu'ils n'appartenaient plus à mon avenir. Ce qui resta avec moi fut la clarté. L'amour sans limite n'est pas du dévouement, c'est un risque. La confiance sans structure n'est pas de la foi, c'est de l'exposition. S'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est ceci, s'éloigner ne signifie pas toujours perdre, parfois c'est le moment où vous arrêtez enfin de saigner. Si vous avez déjà reconstruit votre vie après une trahison, partagez votre histoire dans les commentaires. Dites-nous d'où vous regardez. Votre voix compte ici. Si cette histoire vous a parlé, aimez, partagez et abonnez-vous à l'art de la revanche, car parfois la plus grande vengeance n'est pas la destruction, c'est de devenir intouchable. Merci d'être resté avec l'histoire d'Élise jusqu'à la toute fin. Des histoires comme celle-ci ne parlent pas de vengeance pour le plaisir de la douleur, elles parlent de vérité, de limite et de la force tranquille qu'il faut pour partir quand rester vous coûterait tout. Élise n'a pas gagné parce qu'elle a exposé qui que ce soit publiquement, elle a gagné parce qu'elle a cessé d'accepter moins que ce qu'elle méritait. Elle a choisi la clarté plutôt que le chaos, la responsabilité plutôt que la colère, la croissance plutôt que l'amertume. Si vous vous reconnaissez dans une partie de son parcours, sachez ceci, vous n'êtes pas faible d'avoir fait confiance, vous n'êtes pas stupide d'avoir aimé profondément. Mais vous avez le droit de protéger ce que vous construisez, émotionnellement et financièrement. Sur cette chaîne, l'art de la revanche, nous partageons des histoires inspirées de la vie réelle de personnes qui ont été poussées à bout et ont choisi de se relever avec dignité.